Jean Troyer, bonjour. Bonjour. 40 ans d'alpinisme raconté dans un livre, Une vie à 8000 mètres, et dans un film, toujours aventurier. Il y aura du Jean Troyer partout pendant le mois de mai. C'est impressionnant quand même, hein, le temps des hommages, il y en a de tous les côtés. Oui, oui, c'est impressionnant parce que je ne savais pas qui j'étais vraiment. Des fois, ce n'était pas mon intérêt de me regarder puis de voir derrière. Et puis, je regardais plutôt vers l'avant, la prochaine expé qu'on regardait toujours, la prochaine aventure. Et puis, en 2012, j'ai eu le temps de regarder, quoi. Parce qu'il fallait mettre un point final aux 8000. Vous avez 68 ans, alors, vous me disiez, le secret, ne pas se prendre au sérieux. Oui, oui. Ah oui, faire plein de bêtises. Hein. Des belles bêtises, bien entendu, mais ne pas se prendre au sérieux surtout. Être sérieux au moment où on a besoin. Donc, dans l'escalade, il faut être sérieux, très dur. Mais alors après, il ne faut pas se prendre la tête, quoi. On va parler de cet extraordinaire parcours, extraordinaire palmarès d'alpinistes. Beaucoup sont morts. Vous êtes un survivant par certains côtés. Ça vous va le mot? Oui, je l'ai dit d'ailleurs. C'est ce qu'on m'a dit dans l'édition Guérin, qui ont fait une recherche sur 30 ans de tentatives sur des 8000 avec beau succès des grandes fois. Ben, il n'y en a personne qui a duré aussi longtemps avec autant de gens. Donc, l'autre, il a 26 ans d'Himalaya, quoi. Donc, Est-ce que ça vous change, vous les alpinistes? On en parlera. Alors, il y a des joies extraordinaires, mais il y a aussi ces morts qui jalonnent vos vies. La mort des clients quand vous êtes guide, la mort d'amis très proches, la mort que vous risquez toujours. Ça vous change? ça remet en question, mais pas longtemps. Parce que la montagne est plus forte que même la mort. La mort, on l'a acceptée. Donc, quand elle est là, il y a un choc, surtout un ami. Mais l'avantage de l'Himalaya, c'est qu'à un moment, les copains, on se retrouve serrés l'un contre l'autre et il n'y a pas un mot qui se dit. Et là, c'est un moment très, très, très fort. Et puis après, on doit repartir, on doit marcher, puisqu'on est encore vivant, on doit marcher. Donc on continue de marcher, mais on pense à ça, puis gentiment, ça s'estompe. Je me rappelle une très belle formule de vous. Vous disiez, l'Himalaya, c'est ou les dieux ou la mort. Hein. Ben oui, et bien souvent, à chaque fois, les dieux, pour moi, chaque fois qu'on revient, c'est les dieux. Hein. Et puis la mort, c'est quand on ne rentre pas, donc qui est un peu une défaite. Jean Troyer, votre extraordinaire palmarès, il est retracé dans le film qui vous est consacré. On va regarder ce premier extrait. Et Jeannot, tu m'as fait vivre aujourd'hui le truc le plus démentiel que j'ai vécu en montagne. Pendant 30 ans, Jean Troyer a parcouru les sommets de la chaîne himalayenne. Sans oxygène et en style alpin, il a gravi 10 des 14 8000 de la planète. En 1986, son ascension éclair de la face nord de l'Everest en compagnie d'Errol Loretan en 43 heures aller-retour a marqué l'histoire. Ce record reste à ce jour inégalé. Jean a cette particularité, si vous faites un film sur lui, vous allez vous rendre compte, quand il fait quelque chose, il aime le faire à fond. On peut avoir qu'une admiration pour une personne comme ça. Rebelle à l'école, rebelle aux adultes, rebelle à la société, mais pas gangster. Il aime le chemin très dur pour voir le prochain horizon. Voilà, il aime le chemin très dur, rebelle. Vous n'avez pas l'air à première vue comme ça, vous êtes tellement arrangeant, souriant, toujours, Oui, etc. Vous étiez tellement rebelle. Avant, oui. Ouais. Oui, je n'avais pas cette concentration de pression, l'école sans bouger, strict, très, très strict, très dur l'école. Moi, je l'ai trouvé très dur. Hein. Ça se marquait comment, ce sentiment de rébellion? Ah ben parce que la société, je la trouvais pesante. Donc je l'évasais, puis la nature m'a tout donné après. Une fois que j'ai, en retour d'Allemagne à 17 ans, après une année là-haut, j'ai vu que c'était mon milieu, la montagne. Donc j'ai vécu, mais dans un paradis de vie pour moi, avec une famille qui accordait ça, quoi. Vous dites souvent, un sentiment d'enfermement, c'était aussi la Suisse qui vous enfermait par certains côtés? Beaucoup la Suisse, moi je la trouvais très fermée, très cadrée. Déjà à l'école, ça a commencé, puis alors après je voyais tout ça, et j'avais qu'une chose, c'est m'enfuir et simplement aller dans la forêt le soir, à regarder les bêtes, si tu veux, après le travail. Mais j'étais bien, j'étais un gamin heureux, quoi. Vous êtes très suisse évidemment, très valaisan et en même temps très international. Le Canada, je crois que vous avez été guide là-bas pendant combien d'années au Canada? 10 ans. Ouais. 10 ans. Ça a beaucoup compté pour vous. Ça vous a changé? Oui, alors tout d'abord, ça m'a appris à parler. Ouais. Parce qu'avant, je parlais pas très peu, quoi. J'étais pas un bavard. J'avais appris avec mon frère, avec un Michel Darblin, Michel Vaucher, où les paroles en montagne sont inutiles. Un regard suffit, et bien souvent un regard suffisait, comme avec Erard. Et puis après, le Canada m'a ouvert parce que les gens vous posent des questions.
Bon, toujours la question le matin qui n'est pas très facile à répondre, c'est elle est comment la neige? Blanche. Alors c'était terrible des fois quand on m'en posait souvent. Mais autrement, oui, ça m'a appris puisque je voulais apprendre les langues. Donc quand on va apprendre les langues, on est obligé de parler. Et moi, c'est qu'avec l'oreille que j'apprenais les langues. Vous exprimez vos émotions hein, très bien. Il y a beaucoup de gens de montagne, effectivement, qui sont un peu taiseux, on a la peine à leur tirer. C'est vraiment pas votre style. Ça, vous l'avez appris là. Oui, avec le temps. Avec le temps, j'ai appris et j'ai appris aussi à partager ce que je vivais. Donc, j'étais encouragé d'aller là-dedans parce que de partager, je pense comme j'ai une vie privilégiée extraordinaire, puis j'ai le bon moment maintenant de partager. C'est le bel âge pour partager. Très belle vie, vous avez beaucoup profité. On reverra tout à l'heure des images qui rappellent tout ça. Oui, là, vous approuvez. Hein, Oui, oui. Ouais. S'amuser, ça a beaucoup compté. Oui, oui. D'abord le jeu. Le jeu et même, je pense, les farces qu'on pouvait faire, jouer. Jouer, même dans la montagne, il fallait jouer. À moins que c'était dangereux. Là, on était au sérieux, c'était plus le jeu. Quoi. Racontez-nous une blague. Vos copains alpinistes en racontent certaines, hein, très gonflées. Certains moments où, quand même, on est à la montagne, où c'est quand même un univers pas très familier, et vous blaguez. Ah oui, alors une fois, j'ai un bon souvenir à l'Everest en 97, quand j'étais en snowboard. Il y a Dominique Perret qui me dit, avant de partir, il m'envoie un carton et il me dit, tu l'ouvres qu'au camp de base. Dans la tente, il y avait une tête de Yeti caoutchouc qu'on mettait sur la tête. Donc, j'ai rien dit à personne. Il y avait la grande tente, il y avait une quinzaine de personnes, des Colombiens, il y avait des Américains, il y avait Stéphane Schafter, entre autres. Puis j'ouvre la petite fenêtre qui était ouverte, et d'un coup, je passe ma tête, je prends les gaillards, je les secoue. Schafter, il me dit, mais j'ai risqué de faire une crise cardiaque, mon salaud. Et depuis lors, j'ai plus revu la tête, les Sherpas l'ont pris, m'ont dit, on te la rend plus, c'est fini. Elle restera chez nous, celle-là est trop belle. Vous vous êtes beaucoup amusé, beaucoup de bons moments. Il y a un moment où, la mort, on l'a dit, la maladie vous rattrape, c'est l'AVC que vous avez subi en montagne. Je crois que vous êtes à 6000 mètres. À 6000, dans la face ouest de l'Annapurna, dans une pente très raide. Et c'est un choc d'abord parce que d'un coup, je perds l'équilibre. Donc ça, c'est un choc. Un choc aussi pour Blotch qui ne comprenait pas. Moi non plus. Je l'ai su à Sion que c'était un AVC. Mais d'un coup, ça fait drôle. Ça fait drôle parce que là, dans la pente raide, j'ai dit ça je peux. Puis je suis à 4 pattes, je recule. Ça a bien été. Mais c'est en bas, au plat. Et puis après, remonter la corde fixe tout seul. Il fallait que je me débrouille parce qu'il n'y a personne qui pouvait venir. C'est un moment très fort du film qui vous est consacré. On va voir ce passage. À l'Annapurna, Jean Troyet est victime d'un AVC à plus de 6000 mètres d'altitude. Jean ne tient plus debout. Blotch mettra 3 jours à le redescendre jusqu'au camp de base, 2000 mètres plus bas. J'ai bien entendu à sa voix qu'il y avait un truc qui allait pas, mais il se voulait rassurant. Et moi, j'étais déjà tellement soulagée de l'entendre qu'il était vivant, alors que je m'étais imaginé le pire. Je me suis dit, OK, il est vivant, il m'a parlé, il a dit qu'il était fatigué, il va se reposer, et puis on verra après. Donc, sur le moment, voilà, c'était déjà un soulagement de savoir qu'il était toujours là. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je savais pas quoi. Et puis, c'est quand je l'ai vu à l'aéroport à Genève que j'ai compris qu'il y a un truc... plus qu'important. Le plus dur, c'est moral. Le moral de savoir qu'on est en train de chercher l'équilibre et que j'ai un nouveau compagnon, c'est un bâton de ski, qui me tient l'équilibre quand je marche dans la rue. Donc je vais me reconstruire et puis passer de belles automnes à la folie. Ah, c'est très fort, hein. Ça c'était en 2011, quelques jours après l'AVC. Oui. Les années ont passé, on vit toujours dans la crainte ou on arrive à passer dessus? Ah non, moi d'ailleurs, il n'y a qu'une chose que je pensais, c'est me relever et remarcher avec mes enfants. Je leur ai fait très très peur, Mireille aussi, bien entendu, parce qu'en plus de l'AVC, j'ai pris un campylobactère qui m'a fait perdre 12 kilos. Pendant un mois, j'ai presque pas mangé et bu. Donc c'est vraiment moche. Et ça leur a fait très peur. Et puis d'un coup, ils sont venus dans ma chambre et ils disent, bon papa, c'est bon, les 8000 tu oublies, quoi, c'est bon. Et tout à fait raison. Puis je discutais avec Mike Horn, il me dit, mais tu peux pas faire mieux avec tout ce que vous avez fait, c'est tellement extrême que vous êtes unique. Mais par contre, il y a plein de choses à la planète qui est encore à visiter. Et je peux indiquer des beaux coins où il fait neige est plate, et puis il faut tirer une luge. C'est lui qui m'a bien dit, vas-y dans ces coins-là. Mireille, la femme de votre vie, elle est dans ce passage. C'est une très très belle histoire, hein. Elle s'est battue pour vous avoir. Vous étiez un vieux garçon.
Longtemps. Oui, ah oui. Mais j'avais accepté en plus dans la tête de dire, bon, ma foi, je l'ai pas rencontré là, et surtout la maman. Ah. Donc, Vous aviez quel âge? quand je l'ai rencontré, Ouais. j'avais 47 ans. Donc, mais après, il a fallu se connaître un peu plus. Je n'ai pas dit oui tout de suite. Quand même. Vous racontez comment vous vous êtes fait valoir, séduire, etc. Vous êtes au camp de base, je crois, la première fois que vous vous rencontrez. Oui, au camp de base de l'Everest, on partait pour l'Otse et je partais justement avec Erard pour l'ascension la plus folle de l'Himalaya, qui n'a encore pas été faite maintenant, la traversée Lhotse-Char. Donc 8500, 1,5 km sur l'arête, 8400, puis tout redescend dans une autre vallée. Et vous racontez comment vous lui faites passer des tests, hein, entre guillemets, pour voir si c'est vraiment la femme qu'il vous faut. Hein. Ah, ça c'est extraordinaire. On en rigole chaque fois parce que après, elle est venue à l'Everest en 97, à 7000 au col. Donc ça, c'est un bon test. Après, je lui ai fait faire la voile avec le bateau Primagas avec Laurent Bourgnon. Après, on a été au détroit d'Ormuz plonger, première fois qu'elle plongeait, donc à 30 mètres. Et puis après, c'était sur un chameau dans le désert de Sultanat d'Oman, 5 jours avec une petite couverture sur l'amour. Alors là, mais après j'ai dit oui. Ça, quand je dis ça à des femmes, elles n'aiment pas trop. C'est mal ressenti? Oui. Et alors tout est dans la même eau. Alors le mariage en catimini, hein, de façon très discrète, pas le style robe blanche, Québec. etc. Et vous surprenez le beau-père. Hein. Oui, le beau-père, enfin toute la famille. J'ai pas surpris maman. Parce que maman, quand je lui ai dit, ben voilà, Mireille, on s'est marié avec Mairie au Québec, il m'a dit, venant de toi, je comprends très bien. Voilà, ce qu'elle a dit, c'est tout. Votre histoire, Jean Troyer, le départ, valaisan, Orsières, la nature, vous le mentionniez. Quelques photos qui rappellent ce temps-là. Une, par exemple, je crois que vous êtes avec un cousin dans le Val Ferret. Ça, c'était le bonheur. C'était très heureux. Oui. Alors, j'avais un papa qui aimait beaucoup la nature, les animaux. Il faisait un peu de chasse aussi, pour nourrir la famille, surtout, 5 garçons. Et on aimait beaucoup ce Val Ferret, la chalet de grand-papa. Donc, le dimanche, en général, on allait là-haut, quoi. Et puis, on allait dans la forêt avec lui. À 10 ans, vous êtes berger. Oui. Alors là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Si j'étais sage, je pouvais aller avec l'oncle chercher les moutons au mois de novembre, qui a déjà 1 mètre de neige dans le Val Ferret. J'étais sage. Puis après, je prends les souliers de mes frères, tout ça. Ils sont trop petits, mais j'ose pas dire parce qu'après, c'est pas moi qui allais. Donc j'étais avec des souliers trop petits. J'ai perdu les ongles, à force de marcher là-dedans. Mais j'étais tellement fier de pouvoir aller là-haut et de ramener les moutons dans la vallée. Vous avez mentionné le personnage très important, maman, vous disiez tout à l'heure. Maman Adrienne. Elle a énormément compté dans votre vie. Elle est morte très âgée, je crois. Oui, à 95 ans. Ouais. Elle est là, sur la photo. Alors, qui est sur la photo, exactement? Oui, alors là, il y a c'est moi qui tiens debout. Et puis après, il y a le petit frère, Claude, et puis une cousine qui est là. Ça a été la femme de votre vie très longtemps. Vous viviez avec elle. Hein, maintenant, c'est Mireille, mais vous viviez très longtemps avec votre maman. Quand vous rentriez d'expédition, c'est elle qui vous attendait. Ouais. Et puis les copains, ils les appelaient tous mon petit Pierre-Alain, mon petit Mike, mon petit Erard, mon petit Sandro. C'était ses enfants à elle. C'était extraordinaire parce qu'ils venaient à la maison quand j'étais pas là. Ils avaient toujours une place à boire, à manger. Certains savaient où était la clé. Ils rentraient tout seuls. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Qu'est-ce que vous lui devez? Moi, je crois tout. L'amour. L'amour d'une maman pour un fils terrible qu'elle avait, qui l'a fait souffrir, parce que chaque fois que je partais en expédition, c'était pas facile pour elle. Et quand je suis rentré de l'Everest en 86, il y a 30 ans, elle me dit, bon, maintenant, tu peux pas aller plus haut, quoi. Je lui fais, oui, écoute, l'année prochaine, c'est bon, j'ai compris. Elle aurait voulu que vous arrêtiez? Oui, je pense, oui. Elle connaissait trop. Papa était chef de la colonne de secours. Elle a aidé papa à aider vers les blessés et les morts qu'on a eu dans cette année-là, les années-là. Donc, elle connaissait le mauvais côté et je pense qu'elle avait très peur. Le jeune Jean Troyer, une photo parmi d'autres qui sont dans votre livre, je crois. Hein, là, vous êtes près de Marseille. Au Calanque. Au Calanque de Morgy, marin aussi. Et pêcheur. On allait avec les Marseillais pêcher. Les monteurs que c'était, ils nous faisaient marcher, mais c'est extraordinaire. Ils racontent tellement l'histoire qu'on peut croire. C'était beau, j'ai beaucoup aimé les Calanques. On allait chaque printemps et l'automne. La nature sous toutes ses formes, hein. Vous en parlez comme l'écologie, vous la racontez mieux que certains aujourd'hui, depuis très très longtemps. Je pense, oui, parce que c'était naturel pour moi de respecter ce que j'aimais. Je ne peux pas laisser des détritus sur un coin que j'adore ce coin-là. Je ne peux pas laisser.
J'enlève plutôt ce qui reste, qui me dérange, qui est pas beau, qui est artificiel. La première vie, guide, hein, vous faites à la fois l'apprentissage, etc., mais très vite, c'est le métier de guide qui vous attire, c'est les années 60, 67 Le cours de guide en 69, j'ai fait, ouais. Et c'est un métier très dangereux. Hein. On ne se rend pas compte à quel point le fait d'avoir un client au bout de la corde qui peut vous tirer vers le bas, ça, c'est une pensée omniprésente. Oui. Moi, la troisième course au grand combat, il y a une cordée qui m'a tombé dessus. Donc, j'ai fait les 500 mètres. Mon client est mort. Et j'ai eu 3 autres qui avaient des colonnes cassées. Donc, c'est un accident un peu fort. Et c'est là que j'ai appris ce que c'est que le métier de guide. C'est la vie. Donc, tu prends un client et tu le ramènes. Et je ne l'ai pas ramené. La chose que mes anciens me disaient, tu prends le client, tu tentes le sommet, mais surtout, tu le ramènes. Et je ne l'ai pas fait. On a le sentiment que vous n'avez plus aimé ce métier. Hein. Qu'à un moment donné, c'était trop. À un moment, c'est trop. Il n'y a pas longtemps de ça. C'est la dernière fois au Cervin, quand j'ai amené cet ami de Palestine qui a chuté 2 fois à la montée, 2 fois à la descente. J'ai dit non, là, il y a trop de risques. J'ai plus envie. J'ai plus envie de ça. Je vais encore au Moreau, je vais au Mont Blanc, j'ai d'autres courses, la Dent Blanche encore, avec un gars qui avait mon âge, c'est tout. Mais ça, je le fais encore. Mais certaines montagnes, j'ai plus envie parce que la descente est trop... C'est trop tendu, quoi. J'ai envie de prendre du bon temps sans être trop tendu, quoi, jusqu'en bas. Le rapport avec les clients, avec les clientes, il y avait de la séduction. Hein. Vous racontiez souvent les clientes, elles essayent de séduire le guide, quoi. C'est un grand classique de la montagne. Ça arrive, ouais, ça arrive. D'autres guides m'en parlaient aussi. Ça, c'est la longue période avant du vieux garçon, hein. Oui. Ouais. Puis bon, j'étais un sauvage, je pensais qu'à la montagne, donc ça me détournait pas. Ouais. Vous étiez vraiment si sauvage que ça? Oui, je crois que j'étais sauvage, rebelle contre tout. Donc, plus j'étais dans la tour, plus j'étais bien, quoi. Et ce qui m'a fait aller au Canada, c'est quand même le film de Frison Roche, avec les peuples chasseurs d'Arctique, et puis après, le Jeremiah Johnson. Ça, pour moi, c'était... mais c'est là où il faut que j'y aille. C'est dans la nature, les vrais, les ours, enfin, les loups, c'est les choses vraies, là. Il y a un style, Jean Troyer, qui correspond à ça. Hein. Chaque alpiniste a son style. Peu de matériel, peu manger... peu d'artifice, c'est vraiment la montagne dure. Hein. C'est comme ça que vous l'avez toujours conçu. Oui, alors l'Himalaya, c'était ça. C'est le style Loretan Troyer. C'est grimper jour et nuit, avec peu de matériel, rien de pour bivouaquer s'il fallait. On peut dormir sur le piolet un petit moment s'il fallait dans la pente. Mais surtout, la nourriture, quoi. Donc, c'était une barre de chocolaté puis un demi-litre d'eau froide. C'est ce qu'on a eu à l'Everest. Puis on a mangé de la neige pendant 2 jours. Donc, c'est pas dans les normes. Les médecins n'en comprennent pas beaucoup aussi là-dessus. 1986, vous le disiez, Loretan, ça c'est le grand moment, c'est un des grands moments. D'abord, c'est un record, hein, c'est l'ascension la plus rapide. Ça a été dans le monde entier un écho extraordinaire. Cette photo, quand vous la regardez, un commentaire? Ouais, c'est un beau souvenir parce que c'est le 13e sommet de Loretan au retour du Lhotse. Et puis... on vient à la rencontre. À la descente, on a aidé un Anglais puis un Canadien qui avait de la peine, qui nous ont suivis. Ils n'ont pas été au sommet, puis ils commençaient à descendre. Nous, on leur repasse devant à la descente. Ils disent « OK ». Mais à la radio, ils demandaient des secours, que les Sherpas montent, les aider. Puis comme Rudy Homberger, qu'on a vu là avec le petit avion, il nous a dit « Écoutez, il faut les aider, ils demandent du secours ». Il n'y a pas de problème, on va les aider. Donc on prend le matériel, je m'occupe des 2 gaillards, je ne les lâche pas parce que autrement ils s'endorment et puis c'est dangereux. Donc on les pousse. Et quand on arrive à 7200, il y a les Sherpas qui sont là, on peut les laisser, puis nous on file, quoi. Pour qui n'a jamais fait d'alpinisme, il y a des lieux communs. On dit par exemple, c'est un des rares moments où on ne peut pas penser à autre chose. Hein. C'est tellement intense qu'on est vraiment entièrement à ce qu'on fait. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, dans les stations qu'on faisait à Gerhardt, on était vraiment concentrés au maximum. Et c'est le moment du départ est très attendu. Et on partait toujours avant qu'on avait décidé de partir. On ne pouvait pas rester au camp de base. On tournait en rond. On ne dormait pas, c'était très dur. Si on prenait une pilule pour dormir, on dormait 1h30, 2 heures. Des fois, Gerhardt, une fois au Makalu, il n'a pas dormi. Il s'est presque endormi tout long en allant jusqu'au pied de la face. Il m'a dit, je suis resté endormi derrière toi tout le temps. L'ascension de nuit, c'est une de vos marques de fabrique. Hein. Oui, tout à fait. Quand on voit des images, ça paraît impossible au sens propre. C'est tout à fait hors norme. Pourquoi on était venu à ça? Parce que d'abord, on passe des nuits dans les accouchages, on dort mal. On se retourne comme ça en dessus de 7000, on dort mal. Donc on perd de l'énergie automatique, autant l'employer en marchant. Après, il y a rien à voir, donc on ne s'arrête pas, il fait froid, on marche. Ça nous réchauffe. Et c'est beau, c'est le matin, quand vous arrivez vers 8000,
vous avez déjà 2000 mètres dessous, et puis vous réalisez que, oh mais on n'a plus que ça à faire, plus que le sommet. Donc c'est extraordinaire. Mentalement, c'est très fort. Vous êtes dans l'histoire de l'alpinisme maintenant, et pour toujours. Quand vous regardez les prédécesseurs, les Anglais notamment, à l'Everest, qui avaient un matériel tellement primitif, qu'est-ce que ça évoque en vous? Ils étaient beaucoup plus forts que nous. Parce qu'avec le peu de matériel et peu de sécurité, rien, ils étaient très très forts. L'engagement était énorme. Je pense surtout à Guillermo de Neuchâtelois qui est parti en 1902 au K2. Alors là, ils n'avaient rien. Ils partaient pour 9, 10 mois, 12 mois peut-être. Et ça, pour moi, c'est chapeau. Chapeau à ces gens et respect. Ça vous manque aujourd'hui? Non. Moi, j'ai une belle vie maintenant parce que j'ai des enfants, donc j'ai envie de faire de petites aventures avec eux. Donc ça, c'est le futur, quoi. J'ai déjà fait. Je suis parti au Népal, on est parti au Québec, chez eux, parce qu'ils sont canadiens aussi. On a été... Alors, plus beau, c'est qu'on est parti avec eux au grand nord de la Finlande. Puis on arrive là-haut, ils disent, il fait moins 30. Les gamins, waouh! Mais 3. Ils avaient commencé à avoir des paillettes là-dessus, ils étaient heureux. Ils sont bizarres. Ils ont de leur père. Ouais, voilà. Il y a une forme d'ivresse, vous dites, on n'est jamais perdu la tête au sens propre. À la montagne, toujours réussi à garder la conscience. Oui, ça c'était un avantage très fort parce que j'ai reçu beaucoup et j'avais beaucoup de, par exemple, une hématocrite très élevée, beaucoup de globules rouges qui me permet d'être bien là-haut. Donc même au sommet de l'Everest, j'étais très cohérent et je savais ce que je faisais et tout ça. Bon, on est resté 1h30. Et ça, c'est pas un record qu'on voulait faire, puisque un record, on arrive en haut, on clenche, puis on redescend. Ça on fait un record, tandis que nous, on se couche au sommet. Et, ça, c'est des moments que je ne vivrai plus, mais qui sont pas comparables pour moi. Quelle image vous gardez de ça, de ce moment-là sur l'Everest? C'est un moment où on a été assez conscient de ne pas faire le pas dans l'au-delà. On a voulu revenir. Donc ça, c'était ce moment où un petit coup de vent est venu, et Rart m'a regardé, il me fait, ça veut dire peut-être qu'on bouge. Il faut y aller. Alors on s'apprête et on commence à faire 10 pas. Je le vois, il me dit, sur les fesses, et il commence à glisser. Alors c'est là aussi l'extraordinaire, c'est la descente de l'Everest sur les fesses. Les 3000 mètres, on a mis un peu plus de 3 heures. On était un peu... t'es jeune et fou quand même. Et là, vous dites, le retour, c'est déjà pensé... il faut penser à la vie qui vous attend quand on rentre. Oui, alors le plus beau, c'est au pied de l'Everest, le lendemain matin. Et Rart, il avait un parapente marqué Carnaval de Bro. Puis il me dit, ils m'ont donné le parapente, je vais juste faire une photo pour eux. Je gonfle le parapente, tu me fais la photo. OK. On pille le parapente et il me dit, l'année prochaine, face ouest du K2, personne n'a été là-dedans. D'accord? Ouais, OK. Et c'est parti. Donc déjà dans la tête, on pensait à cette immense face-là. Il vous manque, Loretan? Non, parce que je pense beaucoup à lui. Il y a les moments où j'ai besoin, il est là. Vous croyez à la vie après la mort? Oui, mais pas alors, comme ils disent les bouddhistes, revenir ici, non, sur une autre planète. Bon, ici, c'est bon, j'aimerais bien voir ailleurs. L'univers est immense. On célébrait il y a quelques jours l'anniversaire Gagarine, ces gens qui vont très haut. Les alpinistes ne sont pas aussi haut. Gagarine disait, j'ai pas vu Dieu. Vous avez vu Dieu en montagne? On ne l'a pas vu, mais au sommet de l'Everest à Gerhard, on ressentait une présence. Mais on ne peut pas l'expliquer. C'est un lieu tout à fait hors norme. Oui. C'est un privilège d'aller là-haut, sans oxygène, bien entendu. Et puis, et en plus de cette ascension, c'est l'élégance qu'on avait donnée à cette ascension, avec rien du tout, sans connaître la montagne, sans aller d'abord tester la montagne. On testait sur des petits sommets de 6000 autour. Et puis après, on a fait cette face, on a fait la trace du haut en bas. C'est pas un record quand on fait une immense trace. Il y a un moment où on a eu la neige jusqu'ici, où il fallait faire une tranchée dans la montée. Donc, non, la façon dont on l'a fait, c'est vrai que ça marque, c'est que Messner l'a bien dit, c'est ce qu'il y a de plus pur qui a été fait dans tout l'Himalaya. Jean Troyer, merci. Un livre, Une vie à 8000 mètres, le film, toujours aventurier, on peut vous lire, on peut vous voir. La prochaine aventure, c'est quoi? Alors, normalement, novembre-décembre, en Antarctique, l'aller au pôle Sud. Merci Jean Troyer. Et on retient la leçon de ne pas se prendre au sérieux, ça vous a toujours poursuivi? Oui. Oui, bien rigolé surtout. Merci Jean Troyer. Bienvenue. Pardonnez-moi.
avec le Matin Dimanche.